Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo sur la programmation orientée objet qui fait suite du coup à la série de vidéos sur l'apprentissage du C# que j'ai déjà fait, donc il y a une vingtaine d'épisodes qui balayent la totalité quasiment du langage C#, des notions assez simples en programmation. Moi je vais essayer du coup de vous faire cette vidéo pour compléter cette série et rebalayer ensemble les notions de la POO. Avec des exemples simples. Premièrement, qu'est-ce que l'on a au centre de la programmation orientée objet? Eh bien, on a l'objet. L'objet, c'est la base de la PO. Un objet, on dit qu'il contient des variables d'état. Il a un comportement et on peut l'identifier de manière unique. Alors, au fur et à mesure que l'on va utiliser un objet, ces états vont être modifiés. Par exemple, on peut prendre le cas d'un objet, donc d'un téléphone. Un téléphone, il a donc une batterie et l'état de sa batterie se dégrade à chaque utilisation. On va pouvoir l'identifier de manière unique grâce à son numéro de série. Et les comportements qu'il va avoir, c'est les fonctions allumer, éteindre ou bien redémarrer. Une classe en programmation orientée objet est la représentation de notre objet dans le code. En C#, il s'agit d'un fichier ayant pour extension .cs. C'est dans ce fichier que l'on va écrire toutes les caractéristiques de notre objet, c'est-à-dire les attributs et les propriétés, son ou ses constructeurs, le destructeur, les méthodes et les fonctions. Les objets sont donc construits à partir d'une classe et on appelle la création d'un objet son instantiation. On va donc dire que un objet, tout objet, est l'instance d'une classe. Alors on va créer un exemple dans un projet sur Visual Studio ou Visual Studio Code. Pour ma part, je suis sur VS Studio 2019. Je crée une classe donc en allant sur mon projet en faisant un clic droit, ajouter nouvel élément. Classe, définition de classe vide. Et on va créer une classe exemple. On va prendre l'exemple simple d'un ordinateur, par exemple. On appelle notre classe ordinateur. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette classe? On a l'espace de nom. L'espace de nom qui va servir à organiser notre projet, nos classes, dans différents dossiers qui sont virtuels. Ensuite, on a la définition de la classe. Elle s'appelle donc ordinateur. Dans une classe, qu'est-ce qu'on peut y ajouter? On peut y ajouter des attributs. Alors, et des propriétés. Alors ici, on ne va pas pour l'instant parler d'encapsulation, donc on va créer nos propriétés. Un ordinateur, on va dire que il est vendu à un certain prix. Donc public int prix. Voilà. C'est ce qu'on appelle une propriété. On va avoir un constructeur. Donc un constructeur qui peut être public. Le mot-clé public sert à indiquer que le prix sera accessible à l'extérieur de la classe. À quiconque veut accéder à la propriété prix pourra le faire grâce à l'instanciation de cet objet que l'on verra après. Pour créer le constructeur, il faut utiliser le mot-clé d'accès, donc public ou private, suivi du nom de la classe, avec les parenthèses, et on va pouvoir passer des paramètres dans le constructeur. Donc on voudrait que lorsque l'on instancie un ordinateur, on spécifie le prix. Donc on va mettre int prix, alors on pourrait très bien l'appeler Toto. On dit que le prix est égal à Toto. On va renommer ça correctement. Clic droit, renommer, prix. Voilà. À partir de là, lorsque l'on va créer un objet ordinateur, le prix, du coup, sera correctement affecté à partir de la saisie utilisateur qui aura été faite. Alors, si je vais dans mon programme, que je crée var ordinateur égale new ordinateur, on voit qu'il attend le prix. Par exemple, l'ordinateur à 500 €. Je vais pouvoir utiliser console, alors je ne dis pas using system, .writeLine, ordinateur, .prix. Si je lance le programme, on va avoir l'affichage du prix correctement, 500, si jamais ma propriété était privée.
private, on va voir que là, hop, le compilateur va nous dire « Ouh là là, il y a un petit problème, le prix n'est pas accessible en raison de son niveau de protection. » Si j'essaye d'exécuter le programme, ça me met l'exécution d'avant. Mais ici on a l'erreur, ordinateur.prix est inaccessible en raison de son niveau de protection. Donc le mot-clé private sert à du coup utiliser une propriété juste uniquement au sein de la classe. Donc on va la remettre publique à ce niveau-là. Et donc dans cette classe on peut ajouter aussi des méthodes et des fonctions, par exemple allumer, public void allumer. On va dire que l'on écrit ordinateur allumé. On a la possibilité aussi d'utiliser éteindre. Voilà. Éteindre. Pour bien distinguer les deux méthodes différentes. On peut dire ici ordinateur.allumer, ordinateur.éteindre. Et on va avoir correctement voilà, l'affichage des deux méthodes. Alors ici, on voit que la méthode ne retourne rien, puisqu'on a le mot-clé void qui signifie qu'elle ne retourne absolument rien. On pourrait utiliser un type de retour string, return test par exemple. Comme ça, on peut dire var allumer égale ordinateur.allumer, console.writeLine allumer. Et on va obtenir la chaîne de caractères test. On va désormais parler d'encapsulation. L'encapsulation, cela consiste à protéger la manipulation des données d'un objet. En C#, on va utiliser plutôt les propriétés, contrairement au Java où là, on définit des accesseurs pour accéder aux données. Alors, comme en Java, on va regarder comment on aurait pu faire en Java. On aurait fait en Java. Alors, je vais supprimer ces méthodes. Pour le prix, on aurait fait public int get prix return prix. Et ce que l'on aurait fait, donc c'est que l'on aurait par convention du coup mis une majuscule à notre prix, on l'aurait mis en privé. Prix égale prix. Ici vous voyez qu'on a un problème, puisque mon paramètre prix, c'est la même orthographe que mon attribut prix. Il faut du coup rajouter le mot-clé this.prix pour dire que cela correspond au prix de cette instance. Public int set prix. Donc on a notre accesseur, notre mutateur, qui permet de lire et d'écrire dans notre prix. Dans la méthode setPrix, alors public void, on va passer le prix et on va faire la même chose, this.prix égale prix. Donc là, l'avantage en fait de créer ceci, c'est que l'on a le contrôle total sur la manière de définir le prix. C'est-à-dire que si l'on va aller sur ordinateur.setPrix -10, console.writeLine, ordinateur. Vous voyez là, du coup, on n'a plus accès à l'attribut prix, on a accès justement au getter. GetPrix. Donc là, le prix est de -10. Nous, ce que l'on veut faire, c'est que, on ne veut pas que l'utilisateur puisse saisir un prix inférieur à 0. Donc, if prix est inférieur à 0, ce que l'on fait, si jamais le prix est inférieur à 0, on va créer une exception, argument out of range exception, avec un message, un prix, uniquement un prix supérieur à 0, ou non, uniquement un prix positif
est autorisé. Par exemple, hop. Et si je lance mon programme, on a, vous voyez, une exception qui, du coup, a été relevée. Alors, si je lance la solution, si je vais directement ici, vous voyez, on a le message qui s'affiche. Alors, on va pas pouvoir l'afficher, non. Mais au moins, c'est relevé. Alors maintenant, on va plutôt le faire en mode C#. Pour ce faire, il nous faut du coup un attribut et une propriété. Public int prix. Voilà. Ceci, on va les placer alors là. Et ce que l'on fait, c'est que après donc notre variable prix public, on va ouvrir les accolades. On va utiliser le mot-clé get. Ici, on va utiliser return prix. Voilà, lorsque l'on va vouloir utiliser la propriété prix en lecture, on va retourner le prix, qui est l'attribut privé. Et lorsque l'on va vouloir définir un prix, on va utiliser, alors, comme ceci, ce code-là. Je supprime. Ici, on ne va pas utiliser prix, mais value. Et donc, prix égale value. Value qui est un mot-clé ici, on va dire magique. Il va récupérer la valeur passée par l'utilisateur au moment de la saisie. Et donc, grâce à ça, eh bien, on a un code plus simple que les getters et les setters en C#. On n'a plus besoin d'utiliser cette prix, mais on va utiliser tout simplement l'attribut public, la propriété prix, égale -10, et console.writeLine, ordinateur.prix. On va avoir le même souci, vu qu'on essaye de passer un entier inférieur à 0. Si je mets tout simplement 100, cette fois-ci ça fonctionne. Donc l'encapsulation consiste à protéger nos données en écriture. On a complètement le contrôle sur la manipulation des données d'un objet. Et donc le meilleur moyen de le mettre en place en C#, c'est d'utiliser les propriétés et les attributs. On va parler désormais d'héritage. L'héritage qui est l'une des notions les plus importantes de l'APO. Pour donc vous expliquer simplement, on va prendre l'exemple des animaux. Donc on peut identifier des caractéristiques communes à tous les animaux. Déjà, tous les animaux doivent manger et dormir. Donc on va avoir une méthode manger et dormir commune à chaque animal. Et ils ont tous un certain nombre de pattes. Donc après avoir effectué cette analyse, on se rend compte que on va pouvoir créer une classe de base qui va s'appeler animal. Elle va avoir les caractéristiques de tous les animaux. Et ensuite, on va créer des classes différentes pour chaque espèce d'animal. Par exemple, le chat. Et donc la classe chat va hériter de la classe animal. On va mettre ça en pratique. J'ai donc ma classe animal que j'ai créée ici. Voilà, classe animal, qui a donc la propriété nombre de pattes, avec un constructeur et la méthode manger et dormir. J'ai ensuite ma classe chat qui est créée et qui hérite de la classe animal grâce aux deux points animal. Lorsque ma classe fille hérite d'une classe, elle doit, dans son constructeur, elle doit avoir le même constructeur que lui. Grâce au mot-clé base, on récupère la propriété qui provient de la classe animal. Vous allez voir que si je supprime le constructeur ici, on va nous dire, attention, il n'y a pas le nombre de pattes. Donc ce qu'il faut faire avec Alt Entrée, générer le constructeur. Non, il n'a pas voulu le faire comme ceci. Plutôt ici peut-être. Oui, générer le constructeur. Et voilà du coup à quoi cela ressemble. Comme on avait là. On a rajouté la propriété âge dans la classe chat.
un chat a, donc, a un âge, l'animal, on va dire que l'âge ne peut pas forcément être connu. Donc si l'on va dans notre programme, que l'on crée un animal, var animal égale new animal, avec un nombre de pattes de 4 par exemple. Si l'on regarde animal, on a dormir, manger et nombre de pattes. Si je crée un chat, new chat, on passe donc le nombre de pattes et son âge. Je regarde chat, on a nombre de pattes, âge, dormir, manger et miauler que j'ai créé. Donc juste ici dans la classe chat. Hop. Dans la classe animal, on peut faire donc, on peut écrire ici dans manger console.writeline animal, donc on va dire qu'on a la classe animal, manger, animal, dormir. Si j'utilise du coup chat fois manger, animal-manger. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est que l'on va pouvoir dire que dans la classe animale, la méthode manger doit obligatoirement être redéfinie en utilisant le mot-clé virtual. Je vais pouvoir, du coup, utiliser public, override, manger. Voilà. Alors, si en fait elle n'est pas redéfinie, on va pas avoir de soucis. On aura du coup, comme on a vu, animal manger. Mais on a la possibilité du coup d'utiliser le mot-clé override pour, eh bien, la remplacer en quelque sorte. Grâce à base.manger, on a en fait le même fonctionnement que la classe de base, c'est-à-dire la classe animal. Mais nous, on peut très bien supprimer ceci et écrire console.writeline. Par exemple, je mange de la pâtée. Et voilà, on a, du coup, eh bien, la méthode manger de la classe chat qui est appelée, et non plus de la classe animal. Donc dans le mot-clé base, il y a bien tous les paramètres que contient la classe mère. Donc la classe mère qui est la classe animale. Si par exemple je rajoute un paramètre dans animal, public, on va dire un filin nom par exemple, voilà, on passe ici du coup le nom, on va marquer nom égale nom, je vais dans ma classe chat, petit problème, on n'a pas le paramètre obligatoire nom, du coup on va écrire nom, nom n'existe pas, c'est normal, il faut l'ajouter aussi juste là. Alors je vais le rajouter juste avant l'âge. Voilà, et à partir de là, on a correctement appliqué l'héritage. On peut y accéder désormais à partir de notre programme, et surtout il faut définir un nom. Chat. Alors j'ai dû pas le mettre dans le bon ordre. 4. Oui, chat. Âge 5. Voilà. Et on peut utiliser par exemple notre paramètre ici. Nom plus mange de la pâtée. Voilà, chat mange de la pâtée. Et on accède bien à la propriété nom qui provient de la classe animale. Le polymorphisme. Alors le polymorphisme est très lié à l'héritage. Le polymorphisme va permettre eh bien, de prendre plusieurs formes, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'un chat, eh bien en fait, c'est un animal. Comment on va faire ça?
si l'on regarde, si l'on va créer, on va créer une liste. Donc, var animaux égale new list. J'utilise système.collection.générique. Une liste d'animal en anglais. Tac. On va ajouter, alors, juste après, animaux.add, donc le premier animal, animaux.add le chat. Si je parcours ma liste, je parcours du coup animal, item, animaux, console.writeline item .getType .name animal chat. Tout à fait logique, puisqu'on attend en instancie un chat et un animal. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est créer une autre classe. Ajouter nouvel élément. Donc la classe chien, par exemple. Tac. J'ai pas besoin. 2 points animal pour appliquer l'héritage. On génère le constructeur comme il faut. Nombre de pattes égale nombre de pattes. Non égale non. On va utiliser override manger. Console.writeline. Je mange des croquettes. Voilà. On va créer du coup un chien. New chien. Nombre de pattes et non. Chien. Ici, je vais utiliser la méthode manger. Sans le writeline, comme ceci, item va manger. J'ai donc une liste d'animal. On pourrait se dire du coup que eh bien, ça va appeler la méthode ici manger. Or, comme on l'a redéfini dans chaque objet enfant, on va bien avoir les différentes formes de la fonction. Alors, je n'ai pas ajouté le troisième objet. Mais on a les différentes formes de la fonction du coup qui apparaissent. Et donc ça, c'est le polymorphisme. Je mange des croquettes, mange de la pâtée et animal manger. Et donc si jamais je n'avais pas redéfini dans la méthode, dans la classe chien, on aura du coup la fonction de la classe de base qui serait appelée. Dans l'héritage, on peut aussi avoir un attribut protégé, donc grâce au mot-clé protected. J'utilise protected string test. Si je vais dans programme que je recherche à utiliser animal.test, on voit qu'il n'apparaît pas, puisque cet attribut n'apparaîtra que pour les classes enfants, ou pour lui-même. Ici, on peut très bien avoir test. Et donc dans le chat, on a aussi l'attribut test. Voilà. Pour ce niveau de protection, c'est tout simplement propre à l'héritage. En C#, on a la possibilité de rendre classe abstraite qui va nous permettre d'éviter des soucis. Ici, par exemple, la classe animal ne
pourrait pas être instanciée si on la rend abstraite. Et ce que l'on va faire, puisqu'un animal, comme ça, générique, ça n'existe pas, on va avoir des chats ou des chiens, mais pas un animal quelconque. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on rend ici notre classe abstraite en utilisant le mot-clé abstract. Ce mot-clé va permettre d'interdire l'instanciation d'une classe. Ici, vous voyez, on n'a pas le droit du coup de créer un objet de type animal. Par contre, on peut créer un chat, un chien, et faire des listes d'animaux pour regrouper, donc des listes de type animal, pour regrouper nos différents animaux. Et donc ça a toujours fonctionné de la même manière, hein, à part que l'on ne peut plus instancier d'objet animal. Donc ça ajoute de la cohérence à notre système de données. Je vous ai dit tout à l'heure que une classe pouvait hériter que d'une seule classe, c'est-à-dire que si on veut faire hériter le chat donc d'un animal et d'un chien, eh bien, ce n'est pas possible. La classe chat ne peut pas avoir plusieurs classes de base, ce Visual Studio nous le dit clairement. Pour du coup contrer ce problème, on a les interfaces. Une classe peut avoir plusieurs interfaces. Alors, on va créer une interface, ajouter nouvel élément, on recherche interface, et on va l'appeler par exemple manger. Une interface, ça va être un genre de contrat qu'une classe va devoir respecter. Donc si je crée ici manger, la méthode manger, dans une interface, on ne va pas créer le fonctionnement de la méthode, on va juste y mettre sa signature. On va créer deux interfaces. La première, ce sera pour les animaux qui peuvent manger, et les autres qui peuvent boire. Alors, on va imaginer que certains animaux ne peuvent pas boire et d'autres manger. Void boire. Voilà, on a donc du coup deux interfaces. Mon animal. On va pouvoir, du coup, ici, utiliser i. Alors, non, on va pas le faire comme ceci. On va le faire sur les classes de base. Par exemple, le chat, il est capable de manger et de boire. On peut utiliser donc la virgule, y manger, y boire. Donc dans animal, on va pouvoir supprimer manger. On nous dit qu'on n'implémente pas l'interface boire. Donc implémenter l'interface, tac. Je vais copier ceci. Je n'ai plus besoin du mot-clé override. Bois du lait. On a donc correctement implémenté l'interface, on en a implémenté deux. On peut faire la même chose avec le chien, y manger, y boire. Donc par convention, on appelle une interface avec un i devant le nom. Et on a juste à cliquer sur implémenter l'interface pour obtenir la signature des méthodes. Et on peut exactement faire la même chose. Donc, bois de l'eau et mange des croquettes. Si je vais dans mon programme, que je mets item.boire, vous voyez que forcément, eh bien, on n'a pas la méthode qui apparaît, puisqu'elle n'existe pas dans la classe animal. Puisqu'on part du principe que tous les animaux ne peuvent pas manger ni boire, on le définit spécifiquement dans nos classes de base. Pour parcourir une liste d'animal, donc de type animal comme ceci, on pourrait faire if item, alors avec la parenthèse, if item is chat, ou item is chien,
Donc, si notre objet item est de type chat ou de type chien, alors maintenant, on va appeler d'ailleurs, le mieux, c'est sans doute plutôt de faire un seul cast, parce que sinon ça n'aurait pas possible, comme ceci. Chat item avec des parenthèses, comme ceci. Point manger. Chat mange de la pâtée. Et si jamais on met itemise chien, donc ici on effectue une opération de cast pour convertir notre animal en chat ou en chien. C'est tout à fait possible puisque la classe chat hérite de la classe animal. Donc on peut convertir animal vers chat, animal vers chien. Chat mange de la pâtée, chien mange des croquettes. Alors je n'ai pas pu faire de ou puisqu'on ne peut pas caster de... Ah oui, on peut faire ça comme ceci aussi. C'est pas si mal aussi. Chat. Et comme ça on utilise chat. Donc underscore chien et underscore chien. Voilà, ça permet d'écrire un peu moins de code et ça fonctionne de la même manière. Avec l'interface, on a aussi la possibilité de déclarer, donc d'instancier un objet d'interface alors. imanger égale new chat. Alors il faut que je mette le nom de la variable, mon chat, égale new chat. 4 mon chat. Voilà, un an. Je vais pouvoir ajouter animaux.add mon chat et on va avoir ici un problème puisque on a déclaré notre objet mon chat comme étant de type imanger. Or, il n'y a aucune liaison avec animal. Mais comme on a instancié une classe chat, on peut caster juste ici l'objet mon chat. Je vais lancer le programme. Et on a bien, vous voyez, mon chat mange de la pâtée. J'espère maintenant que vous connaissez tout par cœur sur la programmation orientée objet. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Si vous avez des soucis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.